Petit Hirschsprung deviendra grand. Le podcast qui vous parle de la maladie sans filtre et dans toutes ses formes. À l'écoute des familles et des soignants. Cette chaîne est là pour vous raconter les histoires des plus atypiques aux plus simples. Alors, on vous laisse avec ce récit qui, on l'espère, résonnera en vous. Petit Hirschsprung deviendra grand. Dans cet épisode, on part à la rencontre de Charlotte. Charlotte, c'est d'abord une maman. Une maman qui a donné naissance à un petit garçon et dont la vie a basculé dès les premières heures. Après sa naissance, les examens s'enchaînent. Les silences aussi. Très vite, une question s'impose, lourde, inquiétante. Est-ce la mucoviscidose ou la maladie de Hirschsprung ? Les médecins doutent, hésitent. Les heures passent interminables dans le service de réanimation. Et au fond, Charlotte le sait, quelque chose ne colle pas. Puis vient le verdict. Un double diagnostic. Son enfant est atteint à la fois de la maladie de Hirschsprung et de la mucoviscidose. Alors comment on fait quand tout s'effondre en même temps ? Comment on tient quand la réalité dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer ? Charlotte, elle, a choisi de se relever, de porter, de comprendre, d'avancer. Dans cet épisode, elle prend la parole pour toute sa famille. Avec une sincérité bouleversante, elle nous raconte son parcours, ses combats, ses doutes, mais aussi sa force. Parce qu'au-delà des épreuves, ce que l'on retient de Charlotte, c'est une femme profondément vivante, épanouie et une véritable guerrière dans l'âme. Alors, ce soir, on accueille Charlotte qui va se présenter et qui va nous parler de Léo, qui est atteint aussi de la maladie de Hirschsprung. Donc, salut Charlotte. Bonjour, Ça va ? ça va très bien, merci. Pas trop stressée. Un petit peu. Oh, mais non, on va se détendre. Donc, je m'appelle Charlotte, on habite à Arras. J'ai 2 garçons, Noah 11 ans, Léo il va avoir 4 ans au mois de mars. Et je suis en couple avec Sébastien, mon conjoint, et on travaille tous les 2. Ok, très bien. Ton nom de famille, tu m'as dit ? Canler, Canler, ouais. pardon. Donc, vous travaillez et Noah, 11 ans. La grossesse pour... alors, on va plutôt parler plus de Léo que de Noah. Mais la grossesse, par la suite, avec Noah, enfin avec Léo, ça se passe comment ? Raconte-nous un petit peu. Donc la grossesse, c'était une grossesse un peu stressante, une grossesse surprise pour moi, parce que c'était pas attendu. C'était une grossesse où j'ai eu du diabète gestationnel, donc ça, forcément au niveau du stress, c'était pas simple à gérer. Et après, sinon un bébé qui allait bien, les échographies étaient bonnes, au niveau de sa santé à lui, une bonne grossesse. En soi, plutôt bien. Ouais, voilà. Grossesse normale Oui. pour bébé. Et je tiens on va faire un petit update, mais du coup, Noah, lui, c'était plutôt un déni de grossesse. Oui, c'est ça. c'est ça. Tu l'as su qu'à 5 mois. 5 mois et demi et j'ai accouché à terme à 9 mois, donc c'était très rapide. Donc, 2 grossesses surprises. C'est ça. Voilà, pas de la même façon, mais surprise, ouais. Pas vécu de la même manière. Aussi. Mais, voilà. Ok. Le diabète gestationnel, il est géré Par régime, il fallait faire attention. au sucre. Voilà, pas évident, mais voilà, quand un peu quand tout on le est monde. enceinte. Ouais, voilà, les envies. En effet. Ok, donc la grossesse se passe bien. Léo arrive à quelle date ? Léo est né le 1er mars 2022. Donc ce petit bijou arrive à l'île de Flandre. Enfin, t'accouches où Non. à ce moment-là ? J'accouche à Arras, en clinique, par césarienne programmée. Et pourquoi la césarienne ? Parce que Noah, c'était une césarienne d'urgence. Il y avait déjà un doute sur mon passage pour Noah. Donc, du coup, avec le diabète gestationnel, l'obstétricien a voulu que j'accouche par césarienne. C'était plus sûr et pas aller vraiment jusqu'à terme. Donc, j'ai accouché à 36 ou 37 semaines. Et là, Léo arrive. Le poids ? Le poids, 3 kg 250 pour 47,5 en centimètres. Bien. Ouais, ça va. Oh, bon bébé. Ça va, ouais, ça va. À la naissance, donc Seb et toi, vous êtes ensemble et ça se passe bien. Enfin, Ça se passe bien, on était sur la fin du Covid, donc du coup à l'hôpital, à la maternité, tout le monde ne pouvait pas encore venir. Il y avait que Sébastien et Noah le plus grand qui pouvaient venir voir son frère. petit frère. Ouais. Ok. Et la suite, c'est-à-dire que à la maternité, est-ce qu'on découvre des choses ? Est-ce qu'on t'interpelle sur certaines choses En fait, il n'allait pas à la selle. Ok. Il n'allait pas à la selle, il n'y avait pas de gaz. Quand il mangeait, alors c'était un enfant qui était calme, mais quand il mangeait, on voyait que pour digérer, il y avait un inconfort qui durait quelques minutes et après il se rendormait. Il mangeait peu et il vomissait un petit peu. Mais comme il vomissait, on me disait que comme j'avais une césarienne, il avait avalé un peu plus, les enfants par césarienne avalent un peu plus de liquide amniotique, donc c'est normal, c'est courant de vomir, pour un bébé de vomir pendant les premiers jours. D'accord. Mais il n'allait pas à la selle. Donc du coup, ils lui ont mis, on a essayé un suppôt de glycérine qui n'a pas fonctionné. Le pédiatre de garde lui a fait une montée de sonde à ce moment-là.
qui a fonctionné un petit peu. Et en fait, on a même rigolé parce qu'il y en a eu sur lui. Et en fait, du coup, vu que ça a fonctionné, ça a évité de faire une radio. Ok. Donc, il n'y a pas eu de radio. Sauf au moment où Là, il avait combien de temps de vie, il Léo? avait 3 jours. 3 jours. 3 jours. Et le 4e jour, par contre, une sage-femme vient, donc elle me demande, au niveau des selles, je dis toujours pas. La veille, il y avait eu la montée, il avait fait un tout petit peu, mais c'est tout, depuis plus rien. Et de là, en fait, elle nous dit rien, elle le prend, elle le pose sur le tapis allongé dans la chambre et elle le masse. Et en fait, elle nous dit rien, elle appelle le pédiatre. Parce qu'en fait, elle voyait une masse qui commençait à se former. Chose que nous, on n'avait pas vue. Qui était déjà là, mais qu'on n'avait pas vue. Et là, le pédiatre vient et ça a été très, très, très rapide. En 5 minutes de temps, votre enfant n'est pas en bonne santé, on appelle le SAMU, ils vont venir le chercher parce que j'ai accouché en clinique. Et oui, à Arras. Et À Arras. il faut qu'on aille. Et en du fait, coup, on l'emmène à l'hôpital d'Arras. Ah oui, d'accord. Ah Parce oui. qu'il y a quand même, c'est quand même une maternité de niveau 1 ou 3, je sais plus. Mais en tout cas, il y a un service de réanimation à Arras. Je sais pas, mais en tout cas, ils traitaient pas le cas de Léo. Donc en fait, le SAMU est venu le chercher. C'était très compliqué pour moi parce que là, on se demande ce qui se passe. On a l'impression que c'est un film. Moi, j'ai demandé à sortir. Parce que comme j'ai une césarienne, l'hospitalisation, c'est pas pareil qu'un accouchement par voie basse. Oui. Ouais, voilà. J'ai demandé à sortir, donc j'ai été autorisée à sortir. Et on a rejoint Léo à l'hôpital d'Arras. Et donc, entre deux, parce que Noah était avec nous quand c'est arrivé, quand il y a eu le transfert. Donc, il a fallu déposer Noah avant d'aller à l'hôpital d'Arras pour le déposer à la maison. Ma belle-sœur venait le garder. Et quand on est arrivé, il avait déjà fait une batterie d'examens. Je vois la pédiatre de garde et qui me dit « On va pas le garder, on va rappeler le SAMU. Il va partir à Lille. » Ah, donc ça dans la même soirée? Dans la même soirée. Ah oui, dans la même soirée. Il va partir à Lille parce que s'il se passe quelque chose de plus grave, il tiendra pas le temps d'un transport. Mais toi, là, du coup, à ce moment-là, donc tu as quand même ta césarienne, tu étais 14 agrafes qui sont là. Ouais, mais à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ouais. Ah oui, Ouais, c'est en c'était- intérieur. ouais, Donc, c'était, ouais. Ok. La première grossesse, c'était ça aussi. Parce que Noah, c'était une césarienne, mais d'urgence. Et oui, c'est à l'intérieur. Mais oui, mais moi, je ne peux pas marcher normalement. J'ai des contraintes, je dois faire très attention. Ouais. Et Seb, il garde Noah. Enfin, comment ça se passe là dans votre cerveau? Déjà, En fait, d'apprendre que Léo, il est pas bien. Donc, on te le transfère dans un CHU. Et avec l'annonce de en fait, il est là, mais on va pas pouvoir gérer non plus, donc on va le retransférer. C'était très rapide. Donc on a attendu que Léo, que le SAMU revienne chercher Léo pour le transporter à Lille. Là, à l'hôpital d'Arras, ils me disent par contre le papa peut suivre, mais pas vous, parce que il me fallait un test PCR. Donc j'en avais fait un avant. Pour la césarienne. Mais comme Lille, à l'hôpital de Lille, à Jeanne de Flandre, il y a beaucoup plus de personnes, etc. En fait, il était plus bon pour eux. Il était plus bon, il n'était pas valable non plus, parce qu'entre deux, j'avais vu mon conjoint et mon premier petit garçon. Donc du coup, le SAMU est venu rechercher Léo. Il m'a redéposé à la maison. On habite à côté. Non, mon conjoint m'a redéposé à la maison et ensuite il est reparti, mais là, direction Jeanne de Flandre. Et là, ça te fait un choc. Et donc là, du coup, il était déjà peut-être 10-11 heures, 22-23 heures. Et il est rentré très tard dans la nuit après. Et parce que toi, tu es restée du coup avec Noah à la maison. Ouais, du coup, oui, moi j'étais obligée de rester chez moi, dans mon stress. Voilà, Noah, ma belle-sœur qui était là, qui avait gardé Noah le temps qu'on aille, nous, à l'hôpital d'Arras, parce qu'on pensait qu'il allait rester là-bas. On était loin de se douter qu'il y aurait de nouveau un transfert vers un autre hôpital. Donc forcément, quand on nous dit Lille, c'est que forcément, c'est beaucoup plus grave que ce qu'il pense, sans mettre de mots, sans nous dire encore ce qu'il avait. Oui, là, à ce moment-là, non, on est dans le néant total. Non, on ne sait pas ce qui se passe. Okay. On ne sait pas, mais on sait que c'est grave. Donc en fait, t'es partie d'une masse sur un ventre, finalement, du pédiatre à la maternité, qui dit, il y a une masse sur un ventre, donc voilà, c'est pas... Mais en fait, je pense que lui avait cette maladie, mais il ne me l'a pas dit. Ouais. Non, il ne me l'a pas dit. Mais je pense que lui, vu comment il a réagi très très vite, le SAMU est venu très très vite, il me l'a pas dit, mais il suspectait, j'en suis sûre. Ok. Quand il arrive à Jeanne de Flandre, du coup, Seb, ça se passe comment? Il retrouve Léo en néonat soins intensifs. Donc là, il a une sonde nasogastrique. Et puis, il voit qu'il est bien installé. Les infirmières de garde le rassurent, lui donnent la petite carte avec le numéro avec lequel on peut appeler tous les jours, à n'importe quelle heure. Lui dit qu'on peut venir aussi à n'importe quel moment de la journée, de la nuit. Le service est toujours ouvert pour les parents uniquement, pas pour le petit frère ni pour le reste de la famille. Et puis, il reste un moment avec Léo et après, il rentre vers 5-6 heures du matin, il rentre à la maison. Et lui, quand il arrive à De Flandre, du coup, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien?
Je pense pas. Après, c'est pas toi qui étais là, donc Ouais, je sais pas. OK. Et puis peut-être on en a parlé, mais là je pourrais pas dire, sinon j'ai un trou. OK. Ensuite, toi, ça se passe comment? Le lendemain, du coup? Le lendemain, je me réveille très tôt, enfin j'ai très peu dormi. Je vais faire un test PCR au laboratoire, puisque la veille on m'a dit qu'ils exigeaient un test PCR. J'explique l'urgence à la secrétaire pour avoir les résultats très rapidement pour que je puisse aller à l'hôpital pour rejoindre Léo. Et donc je la vois encore faire des urgents plus sur les papiers. Et en fait, j'ai eu mes résultats très tard. Donc tant que j'avais pas les résultats, je ne pouvais pas rejoindre Léo, théoriquement. Parce que c'est Et pas ce qui s'est passé. mais là, à ce moment-là, Seb, il y était? Oui, lui, du coup, il est reparti dans la matinée assez tôt pour rester avec Léo. Et du coup, raconte-nous ce qui s'est passé parce que Et vers 17h, parce que j'avais toujours pas mes résultats pour le test PCR, mon téléphone sonne, Sébastien, qui m'appelle et qui me dit: «Je te passe le médecin». Et là, le médecin me dit: «Je prends la responsabilité de que vous n'ayez pas vos résultats, mais il faut venir». Elle me dit: «Il faut venir, je ne sais pas si votre enfant sera encore en vie quand vous viendrez». ah oui, ça a été cash Ouais, tout de suite par directement. téléphone. Pour me faire comprendre l'urgence. Donc du coup, tout de suite, hein, avec ma belle-sœur, on a mis les enfants dans la voiture parce qu'il y avait son fils qui était là aussi. Et puis elle m'a déposée, parce que je ne pouvais pas conduire avec ma césarienne, même si de moi-même je l'aurais fait, mais elle voulait pas. Donc elle m'a déposée, on a fait le plus vite possible pour venir à l'hôpital. Et donc là, tu rejoins Seb. Entre deux, j'envoyais des messages à Sébastien et j'avais à peine passé les portes que le médecin, enfin la pédiatre de garde m'attendait déjà pour qu'elle m'amène directement où Léo était. Et Léo était déjà installé au bloc opératoire, parce qu'on était en week-end. Léo est né un mardi, il a été transféré un vendredi, et en fait son état s'est dégradé le samedi, le lendemain de son transfert à l'hôpital. Donc il était déjà au bloc, mais là on nous dit qu'il faut attendre que la chirurgienne soit disponible pour opérer Léo, parce qu'elle était déjà en opération sur un autre enfant. Et là, ils t'ont fait venir au bloc pour voir Léo. Pour l'embrasser, mais j'ai pu rester qu'une minute, parce en fait ils l'ont plongé dans le coma pour pas qu'il souffre, parce que son état s'était fortement dégradé. À ce moment-là, donc tu rejoins Seb quand même. Tu Oui. vois Léo, tu lui fais un gros bisou. Voilà. Tu lui dis, voilà, je suis là. Et Voilà, on me demande de sortir, ouais. tu sors, tu rejoins Seb. Qu'est-ce que Seb, il sait par rapport à tout ce qui se passe là? Pas grand-chose, en fait, juste son état s'est dégradé. Lui, il était là quand son état s'est dégradé, que tout de suite, tout le monde a réagi. Il m'explique que tout le monde a lâché ce qu'il était en train de faire et tout le monde est venu auprès de Léo. Ils l'ont tout de suite basculé en réanimation et installé au bloc. Ils attendaient que j'arrive, lui attendait que j'arrive impatiemment. Et maintenant, il fallait, l'état, ce qu'il sait lui, c'est que l'état de Léo est préoccupant sans savoir ce qui se passe. Donc là, il passe au bloc. L'intervention dure combien de temps? Vous avez encore 3-4 heures. Alors que lui, on lui avait parlé à peu près d'une petite demi-heure, mais c'est pareil, il savait pas ce qui allait se passer. Il y a quelque chose qui allait pas, mais il savait pas quoi. Et au bout des 3-4 heures, vous revoyez le chir. Elle vous prend dans un bureau, elle vous explique. Non, qu'est-ce qui- on qu'est-ce qui attendait se dans la passe maison des parents, enfin dans la salle des parents, en service de néonat réanimation. On attendait là, on était seuls, heureusement, je pense. Et de là, elle vient nous voir en disant que c'était très grave ce qui s'était passé. Léo a fait une péritonite, son côlon a perforé et que sa vie était encore en danger. Il n'était pas encore sorti d'affaires et je me souviens ces mots. Des adultes mettaient du temps à se remettre de ça et que Léo, là maintenant, il fallait qu'il tienne le choc. Donc on allait venir nous chercher pour pouvoir le voir, mais c'était au bloc opératoire. Il ne bougeait pas du bloc parce que son état était trop instable. Parce que suite à ça, après, il a fait un œdème pulmonaire et son cœur était trop fragile. Et il fallait qu'il supporte la dose d'antibiotiques qu'il avait. Il fallait que son corps arrive à supporter. Oui, parce qu'au final, des selles sont arrivées dans le sang. Enfin, fallait. Voilà, c'est ça. Voilà. Il a fait un œdème pulmonaire. Ouais. Il reste combien de temps au bloc, du coup, avec les... Au bloc, donc il a été opéré dans la nuit, vers 10-11 heures. Le lendemain, vers 8-9 heures, ils l'ont enlevé du bloc. Nous, vers 7 heures, on nous a demandé de partir. En fait, on nous a installé au bloc, donc ils ont tout nettoyé. On nous a installé des fauteuils au bloc et on pouvait, donc du coup, Léo était sur la table d'opération. Il était branché de partout. On pouvait aller le voir. Par contre, pas lui faire de caresses. Parce qu'apparemment, ça stimule les enfants et il fallait pas du tout qu'il y ait d'énervement parce que son cœur était trop fragile. Ouais, donc vous pouviez juste le regarder à ce moment-là. Voilà, c'est ça, le toucher, mais pas de caresse, surtout pas de caresse. Et donc, dans la nuit, il y avait avec nous une infirmière qui le surveillait de près. Ils ont surveillé son cœur aussi. Dans la nuit, il y a eu plusieurs examens pour son cœur. Et puis voilà. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est bien passé. Sur la nuit. Ouais, si, ça s'est super bien passé. Là, après, il remonte en réanimation. En fait, le bloc est en réanimation à Jeanne-de-Flandre. Ok. Et donc, du coup, il est dans le service. Donc après, vers le matin, il passe en chambre, en réanimation. Mais toujours dans le coma, intubé, ça changeait pas. Et donc, du coup, oui, après, on demande vers 7 heures du matin de partir, parce qu'il faut qu'aussi on rentre à l'expliquer ce qui se passe aussi à Noah, etc. Et donc, du coup, la pédiatre de garde nous disait que, quoi qu'il se passait, on serait content
contacter, mais il fallait qu'on rentre quelques heures pour bien revenir après. Donc c'est ce qu'on a fait. On est rentré et on a expliqué aussi ce qui se passait avec des mots assez simples et pour enfants à Noah. Et ça, il l'a compris, Noah, tu vois? Parce qu'il a quel âge à ce moment-là? Il a 7 ans et demi. 7 ans, ouais. 7 ans et demi. Alors Noah a toujours été très mature, donc je pense qu'il a compris l'importance, enfin la gravité de la chose. En même temps, nous, on ne pouvait pas non plus expliquer plus parce qu'on n'avait pas de nom, on ne savait pas ce qui se passait, on était toujours dans le Ah, parce néant que là, total. du coup, ouais, On ne sait rien. la chire vous dit juste la gravité de la chose sans vous expliquer Voilà. ce à quoi elle pensait. Voilà, on sait juste qu'il y a une biopsie de fait et qui est partie en analyse et qu'on aura un retour sous 2-3 semaines à peu près. Et là, vous rentrez donc vers 7-8 heures, vous expliquez à Noah, vous expliquez, j'imagine, à ta belle-sœur. Oui, voilà, qui était là aussi. Ouais. Vous repartez vers quelle heure? Vers midi? Ouais, voilà, sur les coups du midi, je suis repartie seule. Ok. Là, par contre, ma mère m'a déposée. Je pense que Sébastien a eu vraiment le contre-coup de ce qui s'était passé la veille, parce que lui a vu Léo se dégrader. Ouais. Ses jambes étaient toutes tremblantes. Il n'avait pas la force pour le lendemain. Donc, du coup, là, moi, j'y suis allée seule. Et là, tu rencontres quand même le chir qui va te raconter un peu la maladie et ce qui se passe? Non. Je rencontre le pédiatre de garde qui avait changé avec la veille. Et de là, lui me sort ce nom. Il me dit Hirschsprung. Je ne connaissais pas du tout. J'ai même eu du mal À l'intégrer? Ouais, voilà, à l'intégrer. Parce que du coup, moi, le premier truc, c'est faire des recherches sur Internet. En rentrant à la maison, je me dis, mais qu'est-ce qu'il m'a dit comme nom? Enfin, je ne savais plus. Mais oui, lui me parle parce qu'il pensait que je savais, en fait. Ah oui, donc il a fait, entre autres, une erreur Ouais. en t'en parlant comme ça. Ouais, c'est ça. Et ce laps de temps, Léo, il est toujours intubé. Oui, Il toujours. reste intubé combien de temps? Donc, du coup, ils l'ont plongé dans le coma le samedi. Le dimanche, ça a été très vite. Le lendemain, ils ont arrêté les médicaments pour le coma. La sédation? Ouais, la sédation. Et lui, il s'est réveillé le mardi. D'accord. Il Il a a été rouvert les yeux. extubé, du coup, Ouais. le mardi. Ouais. Très bien. Quand il a été extubé, là, du coup, vous pouvez le toucher enfin. Voilà. On va Après, prendre le rôle de parent. on pouvait une fois qu'il était plus au bloc, son état était stable. Donc là, on a même fait du pot à pot. Alors lui, il était toujours endormi, il était toujours intubé avec tous les fils, les machines autour. Mais on pouvait le Vous prendre lui sur avez- nous. Ouais, on pouvait. Et d'ailleurs, je pense qu'on a loupé une étape assez importante. On lui a mis une stomie. Oui. Ah oui, une grosse étape importante. Ah oui. Oui. À l'opération qui a été faite en urgence parce qu'il était en danger. Péritonite, ouais. Donc biopsie de fait avec pose de stomie Et là, c'était sur l'intestin ou plutôt sur le côlon? sur le côlon. Ouais, sur le côlon. Sur le côlon. Ok. Donc là, ils font la colostomie, etc. Toi, tu apprends par un interne qui pense que tu sais que c'est Oui. une maladie, qu'en fait, on parle de Hirschsprung. Et à ce moment-là, du coup, il y a quelque chose qui... Rien. Il y a une explication derrière? Ah non, il y a rien du tout. Il se passe rien. Moi, j'étais très surprise et puis ce nom-là, je n'avais jamais entendu. Donc en fait, je suis restée un peu bouche bée. Donc, ça, c'est le jour J, mais le lendemain, est-ce que tu as un chir ou etc. qui vient te voir le mardi ou le mercredi pour t'expliquer un peu plus la maladie? Est-ce que tu poses des questions, toi aussi? Alors le nom revient, mais alors très honnêtement, je pourrais plus te dire de quelle façon. Parce qu'après, moi, j'ai fait mes recherches de mon côté, donc j'ai compris la maladie de mon côté. Mais alors, on a revu, parce que tous les jours, on voyait quand même le chirurgien, enfin, les pédiatres de garde. Mais comment on me l'a expliqué, c'est néant total dans ma mémoire. Ouais, c'était pas la chose la plus importante. Ben- Peut-être savoir si Léo était bien. Ouais, et puis ou alors j'ai fait un blackout. Et donc, tu as ce mot Hirschsprung, tu fais tes recherches, qu'est-ce que toi, tu comprends? Je comprends que c'est quand même une maladie assez grave, une maladie rare, qui touche un enfant sur 5000, généralement des garçons, d'après ce que je vois, que c'est une partie du côlon qui n'a pas de cellules et qui pousse pas les selles vers la sortie, et qu'en général, les enfants se font réopérer pour couper la partie malade. C'est ce que je vois en gros sur Internet. Ensuite, parce qu'il y a des petites surprises dans ton histoire quand même. Oui, ouais. Parlons-en de la seconde surprise, parce que c'est quand même un sujet très rare et et c'est quand même super important d'en parler. Donc déjà, tu as quand même Hirschsprung qui résonne dans ton oreille, tu as ton enfant qui est encore intubé, on te l'extube le mardi. À ce moment-là, je pense que ça devait être pas trop loin après, tu découvres finalement qu'il y a aussi une autre maladie. Voilà. À partir du moment où il est extubé, il rebascule en néonat soins intensifs. Et là, quelques jours plus tard, je pourrais plus te dire combien exactement, les résultats de la biopsie reviennent. Et donc là, le chirurgien qui l'a opéré la première fois revient nous voir, et nous dit que Hirschsprung s'est confirmé et qu'on aura un rendez-vous avec le docteur dans peu de temps parce que c'est lui le spécialiste de Hirschsprung dans cette
cet hôpital. Donc, on dit OK. Et quelques jours plus tard, Léo, normalement, doit être transféré à l'hôpital d'Arras pour que nous, on apprenne à faire le soin de la stomie. Et en fait, le jour du transfert, on m'appelle dans la matinée pour me dire que c'est annulé. Parce qu'ils ont eu un retour du test de Guthrie qui était positif à une des maladies rares. Donc là, on nous demande de venir. Donc 2 chocs. Voilà, on nous demande de venir. Donc, c'est ce qu'on fait. On se dirige vers l'hôpital de Lille. Et de là, on nous parle de la mucoviscidose. On me dit que c'est du jamais vu. Des appels ont été passés dans plusieurs hôpitaux. C'est jamais arrivé. Donc, il ne peut être que porteur sain. Donc, entre deux, le temps que nous, on arrive, il lui avait quand même fait faire le test de la sueur, qui n'a pas fonctionné parce qu'il avait un trop faible poids. Il avait trop perdu avec les antécédents médicaux. Il avait trop perdu. Donc, du coup, on nous redonne rendez-vous 15 jours après pour revenir le faire. D'ailleurs, l'alimentation, là, ça se passe comment pour lui? L'alimentation, au début, il est alimenté Par les veines? en parentéral. Et puis après, il a commencé à reprendre tout doucement les biberons, mais à petite dose. Ouais. Avec du don de lait maternel. Oui, parce que toi, tu l'allaitais pas, du coup. Non, j'ai fait l'expérience avec Noah. Et ce n'était pas pour moi. Et ensuite, les maternelles, très bien. Et après, donc là, douche froide quand même. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, une fois qu'ils nous annoncent ça, Tu reviens 15 jours plus tard. en fait, ils nous disent que le transfert, du coup, le lendemain est possible. Parce que là, ils nous ont fait l'annonce. Donc, le lendemain, il est transféré à Arras, où il reste quelques jours hospitalisé pour qu'on nous apprenne la stomie, les soins de la stomie, pour qu'il aussi, lui, continue à reprendre un peu de poids. Et puis, on rentre à la maison. Donc, en tout, il est resté un bon 3 semaines et demie entre les deux hôpitaux. Et une semaine après, donc c'était une rentrée un peu stressante quand même, parce qu'il y avait la stomie, puis il fallait digérer tout ce qui s'était passé, ça ne peut pas s'oublier comme ça, enfin ça ne pourra même jamais s'oublier. Et une bonne semaine après, on doit retourner à l'hôpital de Lille pour faire le test de la sueur pour la mucoviscidose. Et ces résultats-là, tu les as en instantané ou pas? Le soir même. Ok. On nous avait dit soit le soir ou le lendemain. Et donc ce jour-là, on arrive pour faire le test de la sueur. On est accueillis par les infirmières du CRCM de Lille et on fait le test. Voilà, après c'est tout, on repart. Et puis j'étais partie dans un état d'esprit, assez positif parce que voilà, on m'avait mis, j'avais été en confiance par rapport à ce qu'on m'avait dit. Et le soir, le téléphone sonne. Et là, on me dit, je suis désolée de faire ça par téléphone. J'ai tout de suite compris. Ouais. Votre enfant a la mucoviscidose. Et là, je dis, mais comment c'est possible? On m'avait dit que c'était impossible. Et là, c'est la grosse claque quand même. Ouais. Donc, venez demain d'urgence, faut qu'on fasse d'autres examens. Et donc là, tu rentres dans deux gros combats. Ouais, voilà, c'est ça. L'impossible devient possible. Et donc, du coup, le lendemain, on me dit aussi que Léo, c'est le premier cas de la région. Ouais. À l'hôpital de Lille, c'est le seul cas. Il n'y a pas d'antécédents d'autres patients. Et qu'en France, ils sont que 2 ou 3. Donc, c'est extrêmement rare. Moi, j'en ai pas entendu beaucoup parler, non plus, mais oui, c'est vrai que c'est d'une rareté. Là, tu avances comment? Enfin, c'est quoi ton profil là, à ce moment-là? Tu te dis. La muco, c'était le coup de massue. Ouais. Le coup de massue, là, je pense qu'à ce moment-là, on m'a coupé les jambes. C'était muco. Là, on se dit que on est parti pour toute la vie comme ça. Et donc, du coup, c'était émotionnellement, c'était très compliqué. Ah, parce que Seb, c'est pareil, il réagit comment à ça? Pareil, c'était très compliqué. Heureusement, lui, il a pu bénéficier d'un congé supplémentaire, de paternité supplémentaire, parce que Léo n'était jamais rentré à la maison suite à sa naissance. Et donc, du coup, il avait le droit à un congé de paternité supplémentaire de plusieurs semaines, je ne saurais plus exactement. Donc, il était avec moi, on était ensemble. À ce moment-là, et heureusement qu'il est resté quelques semaines supplémentaires à la maison. Voilà, et puis il y avait l'astomie, on était rentrés dans les soins médicaux, chose que, on n'a jamais eu de problème de santé, le plus grand non plus. Donc du coup, tout ça, c'était tout nouveau pour nous et c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à nous. Ouais, et puis pas des moindres. Ouais, voilà, c'est ça. Et ensuite, quand on vous dit demain, vous revenez, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a ce fameux Hirschflug qui est là, et à la fois, tu as la muco. Donc, on t'explique un peu comment on va procéder sur les 2 types de maladies. Est-ce que c'est bien pris en charge? Alors, pas sur les 2 types de maladies. Le lendemain, quand j'y retourne à l'annonce de la muco, on parle que de la muco. On parle que de la muco parce que le rendez-vous. Je suis accueillie par les infirmières du CRCM et ensuite j'ai vu la pneumologue du service CRCM. Madame Chumret. CRCM, c'est Centre de recherche de la mucoviscidose. Ok. Donc Léo, du coup, a 2 médecins référents à l'hôpital de Lille. Ok.
Et là, c'est plus docteur Visla, du coup, qui s'occupe Non, de pas vous? au début. Non, pas du tout? Pas au début parce que, on est accueillis par les infirmières et après on voit le docteur Tumrel, donc la pneumologue du service et qui est avec la psychologue du CRCM et de là, elle nous parle de la maladie, de la muco. Il faut faire des examens complémentaires parce que dans 80 % des cas, les enfants ont une insuffisance pancréatique, donc il faut faire des examens de selles. Il faut, malgré le test du Guthrie, malgré le test de la sueur, maintenant il faut le test officiel par le sang. Donc il faut faire une prise de sang. C'était le dernier pourcentage qui restait, Pour être sûr à 100%. pour être sûr à 100 %. Donc il fallait faire une prise de sang et puis, en fait, de là, après, on nous demande de venir toutes les semaines pour la mucoviscidose et fin avril, on voit le docteur pour Hirschsprung. Mais là, quand on te demande de venir toutes les semaines pour la mucoviscidose, ils mettent quoi en place? C'est plus, une éducation, de vous par rapport à la maladie ou Alors plus nous une surveillance? expliquer, voilà, on nous parle de l'hygiène au fur et à mesure, on surveille Léo, son poids, on pose aussi le problème de la stomie parce que ça ne tenait jamais non plus. On voit un peu de tout, en fait, il regarde son poids, sa taille, lui si ça va. En tout cas, c'est une prise en charge plutôt complète, quoi. Oui, voilà, c'est ça, ouais, c'est une Ouais. prise en charge complète, mais au début, on nous demande de venir toutes les semaines et puis après, au fur et à mesure, ça s'espace. Ensuite, tu vois docteur pendant cette période-là qui, Oui, lui, au va mois gérer d'avril. plutôt la maladie de Hirschsprung. Voilà, c'est ça. Donc il a 1 mois, Léo. Un peu plus, ouais. Mais ce qui est bien, ce qui est beau quand même, c'est qu'il sort quand même, Léo. Oui, oui, oui. Malgré tout Oui, ce oui. qui lui est Entre arrivé, deux, oui, oui, oui. enfin, Il est sorti, il est sorti avant, au bout de c'est 3 un semaines mois, et demie, il est c'est sorti. incroyable. Ouais, ouais, ouais. Et docteur, donc il reprend le dossier parce qu'il était pas là. Voilà, c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'il dit lui de tout ça? Ben, il nous dit que maintenant, il a un gros doute sur Hirschsprung. Il a un gros doute sur Hirschsprung parce que, ben, c'est du jamais vu et qu'il avait peur que la biopsie était faite trop haute quand il avait 5 jours. Et donc, du coup, il veut refaire des examens complémentaires. Donc il refait quoi exactement Alors, comme ça a pris examen? plusieurs mois. Donc, on fait d'abord une manométrie anorectale Ouais. qui ne donne rien. On lui passe un produit de contraste par la stomie qui ne donne rien non plus. Du coup, il programme une nouvelle biopsie au bloc. Donc, il repasse au bloc pour faire une nouvelle biopsie. OK. Donc, en hospitalisation de jour. On t'explique un petit peu, la différence entre, la muco, Hirschsprung, sur la alors on sait que c'est généralement ça touche les voies respiratoires, hein, la muco, c'est d'ailleurs, ce à quoi on s'attend d'habitude. Oui, voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'il y a un iléus méconial avec Hirschsprung ou avec, la mucoviscidose? Est-ce qu'on arrive à te comparer un peu ces choses-là ou pas du tout? Ben, en fait, moi, ce que je comprends, alors c'est vrai que au niveau des explications, alors est-ce que c'est parce que je me suis renseignée sur internet et j'ai pas posé assez de questions? Mais pour moi, enfin, c'est comme si j'avais un trou noir, en fait, sur ce sujet-là. Mais moi, quand je leur pose la question: «Laquelle a fait quoi?» Ouais. on me dit: «On sait pas, on peut pas vous répondre». C'est les mêmes symptômes, en fait, les 2. C'est, l'iléus méconial, la péritonite. Ça peut très bien arriver aussi chez les mucos qui n'ont pas Hirschsprung et chez Hirschsprung qui n'ont pas la muco non plus. Donc c'est les mêmes symptômes. Donc du coup, ça, c'est une question qui restera toujours en suspens. Ouais. Laquelle a fait quoi? OK. Les 2 ont joué un rôle, je pense et c'est ce qu'ils m'ont dit, les 2 ont joué un rôle et elles se sont certainement engrainées Ah oui, et là ça a fait, ouais, un bon, boum c'est ça. dans l'intestin de Léo. Et ensuite, donc il recommence une biopsie. Voilà, donc là, c'est lui qui l'a fait, au bloc opératoire et puis il m'appelle quelques semaines plus tard, pour me dire qu'effectivement alors lui avait de gros doutes sur Hirschsprung, moi non. Mmh. J'ai été persuadée que cette maladie-là était bien là et en fait, là, il me confirme qu'effectivement, il y a bien Hirschsprung. Et c'est quoi qui t'a persuadé de ça? C'est, Ben, d'après ce que je regardais, je m'informais et en fait, au niveau de la péritonite, ben, c'est le côlon. Au niveau de ces selles qui sortaient pas, à sa naissance, il y avait beaucoup de choses qui concordaient, avec Hirschsprung. ouais, ouais, ouais. Et ensuite, et te dire de revenir, enfin, quand lui, en tout cas, établit de ses propres yeux qu'effectivement il y a bien Hirschsprung, la prise en charge, elle se fait comment? Alors ça, on a su ça, donc Léo est né en mars. Nous, on a su ça réellement 100 % sur Hirschsprung en octobre. Octobre Ouais. 2022. Et Léo est opéré pour la remise en continuité, enfin en tout cas coupé. De base, c'était ce qui était prévu, couper la partie malade le 15 mars 2023.
Et entre deux, Léo a des ASP, suivi aussi par son équipe muco. Donc l'ASP, c'est la radio de l'abdomen. Voilà, c'est ça. On sache Ouais. pour savoir si les anses, elles sont plutôt en souffrance ou plutôt bien. Mais vraiment tout le temps de l'astomie. Alors moi, psychologiquement, je l'ai pas bien vécu, mais pour Léo, il n'était pas douloureux. Il a réussi à tout faire avec sa stomie, à faire du 4 pattes, à apprendre à marcher avec sa stomie. Ouais, Ça ne l'a gêné en rien du tout, Ouais. en rien du tout. Et donc du coup, il a gardé pendant 1 an. L'astomie pendant 1 an? 1 an, ouais. OK. Et là, tu es toujours suivie en muco? Toujours, ouais. Parce que tu m'as dit ça s'est passé au bout d'un moment, mais du coup, là, c'était peut-être plus toutes les semaines? Non, c'était plus toutes les semaines à cette époque-là. C'était peut-être une fois tous les 15 jours, une fois par mois, je sais plus, parce qu'après, ça s'espace encore. Ouais, Donc ouais. c'est vraiment par palier. Mais c'était plus toutes les semaines. À ce moment-là, c'était plus toutes les semaines. Et donc là, après, le docteur te parle possiblement un peu plus de la maladie de Hirschsprung ou pas du tout? Franchement, je pense que j'ai pas posé beaucoup de questions non plus parce que j'avais tellement fouillé sur internet. Je regardais des sites français, des sites, il y a beaucoup de sites anglais aussi sur Hirschsprung. J'avais déjà mes réponses. Sur toutes les questions. Ouais, par rapport à Hirschsprung avant son opération. Et alors là, la surprise, c'est que tu retrouves ton fils sans stomie. Voilà, c'était pas prévu. Et ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Normalement, ce qui devait se passer, c'était couper la partie malade, remettre une stomie pour laisser l'intestin au repos et réopérer quelques mois plus tard pour enlever la stomie. Donc c'était une opération qui devait durer moins que prévu. Et en fait, le jour de l'opération, ça traînait un peu en longueur et parce qu'il nous avait prévenu qu'il allait passer par les fesses et que si c'était trop haut, il serait obligé d'ouvrir et de lui faire une deuxième laparotomie. Et donc, du coup, ça prenait plus de temps et donc l'opération allait durer plus de temps. Et moi, forcément, comme c'était au niveau des heures, là, on ne connaît plus du tout au niveau des heures, je disais à mon conjoint, je suis sûre, ils ont dû ouvrir par le ventre. Et effectivement, quand il est venu nous voir, donc l'opération a duré plus de 4 heures, il me semble, il nous explique qu'il a dû ouvrir, faire une laparotomie et que, grande surprise, il a tenté de remettre en continuité de suite et d'enlever la stomie. Et c'est chose qu'il a faite. Il nous a bien dit que c'était potentiellement, ça ne pouvait pas fonctionner. C'était possible que ça ne fonctionne pas et que dans ce cas-là, il faudrait repasser au bloc. Il a tenté, on verra. OK. Et ça s'est bien passé. Merci. Ça s'est bien passé, ouais. Et là, tu récupères Léo. Lui, il est comment, Léo, à ce moment-là, quand tu le récupères avec du bloc Pas bien. Ouais, très douloureux ou... Pas bien, il aurait dû déjà avoir une perfusion de sang au bloc, il n'a pas eu, donc il en a eu une après quand il est au moment où l'anesthésiste est passé et a demandé une perfusion en urgence. Et puis Léo, il était toujours, il sursautait tout le temps. Il n'arrivait pas à se reposer après le bloc. Ah oui. Il était toutes les 30 secondes, il sursautait. Et tu as une explication à ça? Apparemment, les effets de l'anesthésie générale. Et en fait, Léo, pendant le bloc, ils lui ont mis une péridurale, comme pour nous les femmes quand on accouche. Et en fait, la péridurale n'était pas assez forte. Ouais. Donc, ils l'ont passé sous morphine. Et c'est vrai qu'une fois qu'ils l'ont passé sous morphine, quelques heures après, c'était le jour et la nuit. Il était debout dans son lit. Alors qu'il avait, il avait toutes les agrafes, mais c'était le jour et la nuit. Il était plus douloureux. Franchement, pour lui, ça a été vraiment très bénéfique. Et donc, il reste combien de temps là, hospitalisé à ce moment-là? 15 jours. Et il y a un suivi muco? Je sais plus, mais je sais que les infirmières viennent nous voir. Ça arrive souvent quand Léo est hospitalisé. Dès qu'elles ont le temps, elles passent nous voir, que ce soit les infirmières, le médecin, la psychologue aussi parfois, diététicienne, kiné, parce qu'il a quand même ses séances de kiné. Je réclame quand même ses séances de kiné. Respi, ouais, dans le service, donc il a quand même ses séances. Donc elles viennent nous voir, mais c'est pas un suivi typique muco qu'on fait d'habitude, quoi. Oui, mais elles sont pas trop. Ouais, voilà. Elles sont présentes. Après cette remise en continuité, le côté Hirschsprung, toi, tu le sens comment? Tu vois que c'est plutôt bien, que ça se déroule? Les 2 premiers mois, ouais. Les 2 premiers mois, nickel. Franchement, nickel. Alors, les premières selles, c'était compliqué. On nous avait dit aussi que Léo, du coup, comme il a été remis, on lui a enlevé la stomie. Normalement, il y a toute une préparation pour les fesses avant qui n'a pas été faite parce que c'était une grosse surprise. Mais Léo n'a jamais eu de problème au niveau d'irritation, au niveau de ses fesses, rien du tout. Donc sur ça, c'était vraiment très bien pour lui parce qu'il n'a pas été douloureux à ce niveau-là. Et après l'opération, les 2 premiers mois, ça a été nickel au niveau transit. Après, ça a commencé à se compliquer. Par des constipations. Douleurs, ventre qui gonfle énormément. Et ça, on était sûr que c'était Hirschsprung, que ça pouvait pas être la muco. À chaque fois parce qu'on a eu des périodes où on a à peu près une moyenne de 2 hospitalisations par an.
à peu près, c'est toujours Hirschsprung pour les mêmes problèmes. Ballonnement, gaz bloqué, fécalome, et c'est tout le temps Hirschsprung. Après, le docteur, je me souviens, il nous a déjà dit, Laura, une fois que Hirschsprung avait été, c'était sûr, Ouais. il nous avait déjà dit, il aura des très beaux hauts comme il aura des très mauvais bas. Ça, il nous l'avait dit, mais on ne savait pas à quel point. Oui, et du Voilà. côté les hospices avec les blocages de sel, Ouais, voilà, etc., c'est ça. ouais. Par la suite, puisque bon, il y a quand même les 2 mélangés, vous avez un suivi gastro? Par le CRCM. Par Et le CRC? donc en fait, au début, il est suivi par la pneumologue, le docteur Tumrel du CRCM. Et une fois que Hirschsprung est surposé à 100%, on change. On passe avec la gastro. Donc D'accord, on n'est ok. plus suivi par la pneumologue. Maintenant, il est suivi par la gastropédiatre. Eh oui, parce qu'en fait, c'est soit un problème pneumo, soit plutôt un problème Voilà, en fait, ils se partagent les enfants en fonction du problème le plus important chez l'enfant. Enfin, je suppose, parce que, en tout cas, nous, ça s'est passé comme ça. Au début, c'était les poumons, on était suivis par la personne, enfin, le médecin qui s'occupait des poumons. Et après, une fois que Hirschsprung, c'était sûr, on a basculé avec la gastropédiatre. Et depuis, on est suivi que par elle. Et là, sur l'avancée, du coup, Léo, il a quel âge là? 3 ans et demi? Il va avoir 4 ans, ouais. Ouais, 4 ans. Si tu reprends depuis sa remise en continuité avec tout ce que tu as vécu, parce que mon Dieu, tu as vécu 3000 vies. Mm. Là, aujourd'hui, comment tu appréhendes la suite? Comment tu es rassurée? Comment tu as été accompagnée? Alors, du coup, au niveau de la suite, c'est pas forcément évident tous les jours parce que depuis qu'il n'y a plus l'astomie pour Léo, c'est compliqué. Alors, autant l'astomie, moi, je l'ai détestée parce que j'ai eu du mal à me faire à ce soin. C'est quelque chose où j'ai vraiment eu du mal à m'habituer. Mais en fait, maintenant, avec du recul, l'astomie, il était beaucoup plus tranquille avec. Ouais. Il n'avait pas de douleur. Il vivait normalement. C'était, pour lui, franchement, ça a été une bouffée d'air frais, en fait. Mais sur le coup, moi, je ne le voyais pas comme ça. Eh oui, mais Je voyais ça, enfin voilà, un enfant avec un anus dérivé, voilà, faut l'accepter, c'est pas évident. On vient d'accoucher, enfin voilà, c'est tout ce mélange avec tout ce qu'il y a eu aussi, l'annonce des maladies, tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que maintenant, il est beaucoup plus douloureux qu'il ne l'était avec. on t'a proposé un suivi, enfin, même la gastro que tu vois pour la muco, est-ce qu'elle te propose un suivi un peu plus particulier, un peu plus... Non, pas forcément. Et là, alors après, on a aussi un gros passage, l'école. Ah oui, l'école en septembre, ouais. Il a commencé l'école. Mhm. Parce qu'il vient de la commencer, là, au final. Oui, oui, en septembre 2025, ouais. Du coup, ça s'est passé comment, ça aussi? Qu'au début de septembre jusqu'aux vacances de Noël, on avait fait que les matinées. Donc l'après-midi, je le gardais avec moi. Moi, j'allais au travail que le matin. On a commencé en douceur. Et là, depuis les vacances, la rentrée des vacances de Noël, il y va toute la journée. C'est un peu compliqué. Parce que quand il y allait que le matin, en fait, je pense que c'est psychologique. Il se retient beaucoup à l'école de faire ses gaz et il n'allait pas du tout à la salle à l'école. Et donc, du coup, il rentrait le midi, très ballonné, très mal au ventre, en pleurant. Donc, du coup, il voulait pas manger. Il faut savoir aussi que Léo, au niveau de son poids, il est très bas en poids. Donc, le poids, il faut faire très attention. Et tout ça, c'est pas bon pour lui. Le fait d'être ballonné comme ça et de pas vouloir manger parce que son corps, enfin, ça passe Ouais, pas. il y a Donc, quelque chose qui, il faut qu'il se soulage pour que ça passe. Donc, du coup, ça a été compliqué. Là, il a commencé toute la journée. Alors, il commence à avoir des selles à l'école, d'après l'ATSEM. Donc, ça, c'est plutôt bien. Il a encore quand même pas mal de douleurs. Mais j'espère que petit à petit, il est en train de se débloquer. Mais après, voilà, après, il y a ce qui est compliqué, là, c'est la séparation. Oui. École toute la journée, garderie, cantine, garderie le matin, garderie le soir. Ça fait des grosses journées. Et là, est-ce que tu le sens quand même vachement fragile, très stressé, très Fatigué. anxieux? Ouais, fatigué. Fatigué, anxieux parce que le matin, c'est compliqué, il veut pas y aller. Donc, il y a beaucoup de pleurs le matin. Mais c'est la séparation. Ça, c'est pas le fait des maladies ou ça, je pense que c'est la séparation qui est compliquée pour lui. Mais sinon, après, on le récupère le soir, mis à part les douleurs qu'il peut avoir. Mais lui, son état psychologique du soir, il a passé une bonne journée quand même. Il est plutôt content au-delà Ouais, des voilà. douleurs, Ouais, mal ouais. de dos. Ouais. Et Noah et Seb, dans toute cette histoire, parce qu'on en a un petit peu parlé, mais eux, comment ils l'ont vécu, tout ça? Alors Noah, je pense qu'au début, c'était un peu comme nous, hein, foncer tête baissée. Et puis, on lui a expliqué la maladie avec des mots d'enfant pour lui. Parce que tu as expliqué Hirschsprung, mais après, il y a la muco qui est Ouais, arrivée, donc la ouais. gravité encore un peu En plus... fait, il a vécu tout ça en même temps que nous. Et j'ai jamais voulu, même au jour d'aujourd'hui avec Léo, je fais pareil, parce que ça le concerne. J'ai jamais voulu mentir ou cacher la vérité. Adapter, oui, mais mentir, non, jamais. Donc Léo, on lui dit, alors on ne sait pas s'il comprend, enfin, il doit comprendre à sa manière sans forcément
bien tout comprendre à 100%, Puis surtout qu'il mais le vit, il le sait, il sait qu'il est, en tout cas, on lui dit qu'il est malade et qu'il a 2 maladies et que, parce que je pars du principe que pour lui arriver à lui faire accepter de prendre certains médicaments, il en a quand même pas mal avec, ces 2 pathologies, il faut qu'il comprenne que pourquoi aussi on lui donne. Il a Si on combien de médocs là, si tu veux alors, à peu près, 5-6 par jour. On a un peu descendu, mais à peu près 5-6 par jour. Donc et un plus traitement pour la muco ou? plus pour la muco. Ouais. Après, avec Hirschsprung, il a du laxatif, tous les jours. Il prend du Dufalac tous les jours. Après muco, à cause de la muco, il a une insuffisance pancréatique. Donc du coup, il est obligé de prendre du crayon, dès qu'il mange quelque chose qui contient du gras, donc pratiquement tout. Il a des gélules de sel à prendre. Il a un traitement, pour la mucoviscidose, qui est nouveau, enfin qui existe depuis quelques années, mais qui est révolutionnaire dans la mucoviscidose. Donc, il a une dose le matin, une dose le soir. Avant, quand il était plus petit, on lui mettait de la maltodextridine dans ses biberons avec de l'huile de colza, Ah oui, en pour le plus faire du sel. grossir? Ouais. Voilà, en plus du sel. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a des vitamines particulières à prendre tous les jours pour la mucoviscidose. Donc, il y en a quand même pas mal, ouais. Ouais, il y a Ouais. un traitement de cheval, quoi. Ben, c'est pas le pire. Il y a bien un pire, mais c'est quand même déjà pas mal pour son âge. Et ouais. Et Sébastien, lui, est-ce que vous avez eu le temps de vous poser tous les 2 et de vous dire: «OK, qu'est-ce qui nous arrive?» Non, je pense qu'on n'a pas fait. On a avancé, au fur et à mesure, des jours, des rendez-vous. En fait, ça a tellement été rapide que, on avance. À ce moment-là, Léo a encore la stomie et il a gardé 1 an et en fait, la stomie, on voit que c'est une grosse galère, donc on est à fond là-dessus. Il y a rien, ça tient pas. On change, je ne sais combien de fois par jour. On a les rendez-vous avec la stomathérapeute pour essayer de changer le matériel. On essaye de nouveaux pansements pour essayer que ça colle. Enfin, on avance vraiment, tête baissée. Je pense qu'on n'a pas le temps de se poser, on n'a même pas le temps de se retrouver, en fait. Ouais. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais à dire à ta petite famille, là? Avec Bah, tout ce que vous avez bouffé? ouais, qu'en fait, malgré qu'on n'ait pas pris le temps de se poser, on a quand même été assez fort. Parce que les 3 premières années, elles ont pas du tout été simples et on a quand même été assez fort sans s'en rendre compte, en fait. Mmh. On a été fort. Ah oui, clairement, vous êtes une force. En fait, vous êtes la définition de la force. Je sais pas, mais en tout cas, on est ouais, là, avec du recul, ouais, on a, avec des hauts et des bas, mais on a réussi à gérer, on a su être là pour nos 2 enfants aussi. Et oui, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que Noah, au début, il a pas réagi, il agissait normalement, mais quelques mois plus tard, il a eu le retour de bâton de toutes ces annonces. Et oui. Là, Il n'arrivait plus à aller à l'école, il avait peur de ramener des microbes à son frère, donc sortir de la maison, il n'y arrivait plus non plus. Pendant 1 mois, j'ai bataillé pour qu'il retourne, à l'école, ah oui. Ah ouais, non, ouais, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Et on t'a proposé une aide psychologique pour, avec l'hôpital, hein, de là où Ben est suivi, Léo? Pour Noah, Ouais. en fait, je ne les ai pas appelés pour dire que Noah avait, parce qu'en fait, je voyais pas l'importance qu'il soit au courant que Noah, comme c'était Léo, enfin, c'est Léo qui est suivi, je voyais pas ce qu'il pouvait Donc faire tu pouvais pour pas Noah, en mélanger fait. les 2, toi, c'était pas utile. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'aurais dû, parce que s'ils auraient pu mettre quelque chose en place. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que déjà avec l'école, il fallait justifier ses absences aussi. Donc on a mis en place une psychologue de l'école, mais qui pouvait pas faire grand-chose. Et en fait, j'ai pris des rendez-vous chez une psychologue en libéral. Ouais. Donc il a été suivi en libéral pendant plusieurs temps. Et là, il est toujours suivi ou là, ça y est, maintenant. il a Plus il a maintenant. compris? Plus maintenant, mais dès que je sens que ça commence à reflancher un peu, je rappelle tout de suite et il a 2-3 séances et puis voilà. Et ça le remet tout de suite sur la Voilà, c'est ça. OK. Demain, tu croises la même famille que toi. Tu leur dis quoi? C'est important d'être entouré. D'être entouré parce qu'on se sent très seul dans ces moments-là. Et c'est très important pour éviter de ne pas sombrer non plus et de ne pas voir que du noir, parce qu'il n'y a pas non plus que du noir dans la maladie. Avec le temps, avec le recul, on voit qu'il n'y a pas que du noir. C'est des moments difficiles, mais il y a des plus beaux jours qui arrivent. Et ouais. Voilà. Et franchement, on peut que t'écouter.
Franchement, moi, je peux que vous dire félicitations à la petite famille que vous êtes. C'est incroyable ce que vous avez vécu, ce que vous avez mangé. Enfin, Après, on n'a pas le choix, on est obligé d'avancer. c'est clair, Mais on est obligé d'être fort parce que si on ne l'est pas, qui l'est pour nos enfants? ouais, mais Personne, pas trop. faut savoir le faire. Faut savoir le faire. Après 10 mois d'hospice, nous, on a vu des choses aussi. Et voilà, vous n'avez pas abandonné et ça, c'est très fort. Donc bravo à vous. C'est gentil. Bravo au merveilleux frère que Noah fait. Oui. Bravo à Ouais, Léo, ouais. à la force qu'il a. Ah oui, il a une Et, belle force, ouais. à ton compagnon de vie aussi. Et surtout à toi, puisque au final, t'as jamais baissé les bras et t'as emmené tout le monde, quoi. Merci, c'est gentil. Merci à toi, Charlotte, en tout cas, pour Merci cet beaucoup. échange. Et puis à très bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter l'histoire du petit Léo, qui fait partie de ces cas d'une extrême rareté. Aujourd'hui en France, il existe peut-être 1 ou 2 familles vivant une situation similaire, ce qui rend ce témoignage encore plus précieux. Nous avons eu la chance de découvrir le parcours de Léo à travers les mots de Charlotte, remplis de sincérité, de courage et d'amour. On tient à saluer chaleureusement cette famille formidable dont l'histoire dégage une véritable force et une profonde humanité. Merci à Charlotte pour ce partage touchant et à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode consacré au petit Lévi, atteint de la maladie de Hirschsprung en forme courte, ainsi que de la trisomie 21. Petit Sprong devient dragon.